Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Un rapport des services de renseignement belges suscite l'inquiétude. Il indique que des espions chinois sont extrêmement actifs en Belgique. Un récent rapport gouvernemental des services de sécurité belges révèle que les espions du Parti communiste chinois, ou PCC, sont extrêmement actifs dans le pays. Le rapport évalue les menaces qui pèsent sur la sécurité de la Belgique et cite les espions chinois comme l'une d'entre elles, au même titre que les menaces liées au terrorisme et à la guerre en Ukraine. Le rapport précise que pour défendre ses intérêts, la Chine continue également d'utiliser un très large éventail de techniques pour étendre son influence, employée ouvertement ou secrètement dans une zone grise, entre le lobbying, l'ingérence, l'influence politique, l'espionnage, le chantage économique et les campagnes de désinformation, entre lesquelles la frontière est souvent floue. L'agence belge note que le PCC ne s'appuie pas uniquement sur des espions traditionnels pour mener à bien ses opérations. Il fait souvent appel à des citoyens privés, à des entreprises chinoises, aux médias d'État et à des lobbyistes. L'agence conclut qu'avec la présence d'un très grand nombre d'institutions internationales majeures, la Belgique est une cible très attrayante pour l'espionnage et le trafic d'influence chinois. Les activités de la Chine font également des remous chez nos voisins britanniques. Au Royaume-Uni, une enquête de The Epoch Times a révélé que le géant chinois de la technologie Huawei, inscrit sur liste noire, a injecté au moins 35 millions d'euros dans les universités britanniques. Considéré comme une menace pour la sécurité nationale par le gouvernement américain, Huawei est le plus important bailleur de fonds chinois des établissements d'enseignement supérieur au Royaume-Uni. NTD s'est entretenu avec Patricia Devlin, journaliste à The Epoch Times. Bonjour Patricia, c'est un plaisir de vous parler. Votre enquête a révélé que Huawei investit des millions dans des établissements d'enseignement au Royaume-Uni. Oui, Jane, grâce à une série de demandes de liberté d'information adressées aux universités britanniques, je les ai interrogées sur leur financement chinois. L'entreprise qui est arrivée en tête parmi tous les financeurs est Huawei, et elle a financé les universités ici à hauteur de plus de 35 millions. 35 millions au moins. Plusieurs universités ont refusé de nous révéler leur financement. Nous nous attendons donc à ce que ce montant soit nettement plus élevé. Nous avons donc financé des projets de recherche, des bourses d'études, et divers projets dans le secteur de l'informatique des universités d'ici. Bien entendu, cela a suscité l'inquiétude des militants qui estiment qu'une entreprise inscrite sur liste noire comme Huawei ne devrait pas financer les universités du pays. Quel type de recherche Huawei finance-t-elle dans ces universités? Eh bien, il s'agit d'un éventail de choses différentes, d'intelligence artificielle, de la collecte de données, et principalement des projets technologiques, mais surtout de recherches très avancées dans ces différents secteurs, de la technologie et de l'informatique. Ces recherches sont considérables et entrent dans la catégorie de la sécurité nationale, ce qui est assez ironique, étant donné que Huawei a été mis à mal pendant des années en raison de craintes liées à la sécurité nationale. À quel point Huawei représente-t-elle une menace pour la sécurité du Royaume-Uni? Les États-Unis ont déclaré en 2020 qu'ils craignaient que Huawei soit en mesure d'espionner les citoyens chinois et américains. Ils ont donc pris la décision sans précédent de sanctionner complètement l'entreprise. Ils ont également sanctionné 133 autres entreprises liées à Huawei, dont HiSilicon, la société de production de puces électroniques de pointe de Huawei, qui a également financé des universités ici. Très récemment, nous avons vu l'université de Waterloo ainsi que le Canada couper complètement les liens avec Huawei en raison du risque de ces recherches. Et c'était un grand pas. Pourtant, ici en Grande-Bretagne, des centaines d'universités reçoivent des millions de livres sterling de Huawei. Et je ne pense pas qu'elles soient conscientes des conséquences que cela pourrait avoir. Le gouvernement britannique a interdit aux fournisseurs de téléphonie mobile d'acheter des équipements 5G à Huawei.
Le gouvernement pourrait-il prendre des mesures similaires pour empêcher les investissements chinois dans les universités britanniques? Certainement ce que les militants veulent voir. Ils veulent une enquête sur ce qui peut être fait pour examiner les sources de financement des universités, parce que, comme l'a dit Mark Sabat, un très bon militant dans ce domaine, non seulement les universités se mettent elles-mêmes en danger, mais elles mettent aussi les villes dans lesquelles elles se trouvent en danger, si elles dépendent d'un financement aussi important. Plusieurs de ces universités, par exemple l'Université d'Édimbourg, a reçu plus de 12 millions d'euros de Huawei. J'imagine que si elle ne recevait pas ce financement, cela pourrait avoir un impact considérable sur l'université. Et je suis sûre qu'il y a d'autres universités plus petites qui ont reçu des fonds importants et qui risquent de disparaître sans ce financement. Nous sommes donc entrés dans un cycle où les universités dépendent de ce financement de la Chine. Et si des sanctions devaient être prises à l'avenir, quel en serait l'impact? Je pense qu'il s'agirait d'une crise pour certaines universités. Patricia Davelin, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Alors que le régime chinois dépense des millions pour collecter des données à l'étranger, en Chine continentale, la situation pour les entrepreneurs chinois bat de l'aile. Sur place, un entrepreneur qui a vécu de près la politique sanitaire stricte de la Chine nous explique comment se passe la reprise économique après 3 années de contrôle de la pandémie. Tourisme, commerce, restauration, immobilier et exportation de produits en caoutchouc. L'activité de Meng Jun s'étendait au sud de la Chine, avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais tout s'est arrêté lorsque la pandémie s'est abattue sur le pays. Je suis arrivé aux États-Unis l'année dernière. Depuis juillet 2021, il n'y a pratiquement plus de travail pour mes employés. Meng a commencé à licencier du personnel et à vendre des produits à moitié prix. Mais personne n'achetait, car les consommateurs étaient confrontés à la même situation. Je sais que certaines entreprises de notre zone industrielle étaient plus endettées que moi. Certains propriétaires ont souffert de dépression et se sont même suicidés. La situation ne s'est pas améliorée lorsque la politique du zéro Covid a pris fin. Meng raconte qu'un de ses amis possédait une usine fabriquant des objets décoratifs. Avant la pandémie, il avait répondu à l'appel du régime d'augmenter la capacité de production. Aujourd'hui, l'effondrement de l'immobilier pèse lourdement sur son entreprise. Les politiques telles que les taux d'intérêt réduits ou les incitations à l'achat ne sont que des mensonges. Les produits de mon ami s'accumulent toujours. L'immobilier ne s'est pas du tout redressé, comme le prétend le Parti communiste chinois. Les usines ne fonctionnent même pas à 10% de ce qu'elles faisaient auparavant. Un autre ami de Meng dirigeait une entreprise de vente de vêtements en gros. Pendant la pandémie, les stocks invendus et les paiements des loyers lui ont fait perdre toutes ses économies. Depuis la levée du confinement, mon ami m'a dit que son entreprise n'avait même pas retrouvé 20% de son chiffre d'affaires précédent. Même pas 20%. Comment l'économie peut-elle se redresser dans ces conditions? Selon Meng, les consommateurs chinois ne dépensent pas en raison de craintes liées à l'incertitude et à la menace du chômage. Tout le monde se sent vulnérable dans cette situation. Personne ne fait plus confiance au Parti communiste. Le parti agit selon ses propres caprices et ne tient pas sa parole. Les données officielles font état d'une baisse de l'activité manufacturière en Chine au mois d'avril, avec l'immobilier qui continue de battre de l'aile et des exportations qui s'essoufflent. En Chine toujours, les jeunes demandeurs d'emploi ont du mal à trouver du travail. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ont atteint leur point de rupture. Les difficultés du marché du travail chinois surviennent quelques mois après que la Chine a levé ses restrictions liées à la pandémie et rouvert ses frontières. J'ai passé près de 50 entretiens après avoir obtenu mon diplôme. Certains n'étaient que des stages. Les employeurs ne voulaient rien payer. J'ai obtenu mon diplôme en juin 2022. De juin dernier à ce mois d'avril, je n'ai pas reçu une seule offre d'emploi. Les mesures de contrôle de la pandémie prises par Pékin et la répression du secteur privé pèsent sur la deuxième économie mondiale. Les emplois se raréfient, en particulier pour les jeunes Chinois.
En mars, le taux de chômage des 16-24 ans a atteint près de 20%, soit le deuxième taux le plus élevé jamais enregistré. Le pic a été atteint en juillet de l'année dernière. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une jeune femme raconte qu'un de ses amis a obtenu un master à Berkeley, mais il n'a pas pu trouver d'emploi en Chine depuis 4 mois. Elle ajoute qu'un autre de ses amis cherchait à embaucher un barista pour son café. Il proposait moins de 800 € par mois pour 6 jours de travail par semaine. Plus d'une douzaine de candidatures ont été reçues le premier jour où le poste a été affiché. Tous les candidats étaient diplômés de l'enseignement supérieur. 30% d'entre eux avaient étudié à l'étranger. Les autorités rejettent la responsabilité sur les diplômés sans emploi, les incitant à mettre de côté leurs aspirations professionnelles et à accepter des emplois peu qualifiés. Mais les parents sont réticents, compte tenu du coût élevé des études supérieures. Pendant ce temps, les jeunes adultes désabusés perdent confiance. Je suis arrivée dans cette usine d'électronique après avoir obtenu mon diplôme il y a 1 mois et demi. Mon travail consiste simplement à enfoncer des vis. Je doute souvent que cela vaille la peine de venir ici. J'ai essayé 5000 entreprises, mais je n'ai obtenu que quelques entretiens. Les licenciements et les entretiens ratés m'ont poussé à l'abnégation et ont sapé ma motivation. La pression qui s'exerçait sur moi m'empêchait de dormir toute la nuit. La période de remise des diplômes approchant à grands pas, plus de 11 millions d'étudiants en Chine entrent sur le marché du travail. À ce chiffre s'ajoute 1 million de Chinois diplômés à l'étranger, rentrant au pays pour y trouver des débouchés. Outre-Atlantique, l'administration américaine de la sécurité des transports, ou TSA, teste l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans une poignée d'aéroports à travers le pays. Cependant, nombreux sont ceux qui expriment des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés civiles. Voici la suite. L'administration de la sécurité des transports, ou TSA, affirme que la technologie de reconnaissance faciale est un effort pour identifier plus précisément les millions de passagers qui voyagent chaque jour dans ces aéroports. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider les agents à déterminer si vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Les voyageurs placent leur permis de conduire ou leur passeport dans une fente qui lit la carte ou la photo du passeport. Le voyageur regarde ensuite une caméra qui capture une image de lui et la compare à la carte d'identité. Cette technologie permet à la fois de vérifier la correspondance entre la personne et la pièce d'identité, ainsi que l'authenticité de cette dernière. La caméra ne scanne pas, elle n'est pas constamment en train de rechercher des personnes, elle est éteinte jusqu'à ce que vous insériez le document. C'est ce que nous appelons la capture active. Il s'agit en fait d'une technologie d'amélioration de la vie privée qui nous permet de ne pas surveiller l'espace. Cependant, les législateurs ne semblent pas le croire. En février, un groupe de sénateurs démocrates a écrit une lettre à l'administrateur de la TSA. Ils ont demandé à l'agence de stopper immédiatement le déploiement du programme, en écrivant que l'augmentation de la surveillance biométrique des Américains par le gouvernement représente un risque pour les libertés civiles et le droit à la vie privée. L'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale présente encore des failles et aboutit parfois à l'arrestation de personnes pour des délits qu'elles n'ont pas commis. Fin novembre, un Géorgien a été incarcéré pendant près d'1 semaine après que le système l'a fait correspondre au visage d'un suspect qui aurait commis un vol à la Nouvelle-Orléans. La victime de cette erreur ne s'était jamais rendue en Louisiane. Jeremy Scott de l'Electronic Privacy Information Center estime que si l'utilisation de ces technologies est aujourd'hui volontaire, elle pourrait ne plus l'être très longtemps. Ce n'est pas le cas. Nous avons déjà vu ce genre de situation où quelque chose d'optionnel devient essentiellement obligatoire. Le directeur de la TSA a déclaré « Oui, c'est facultatif, mais ce sera obligatoire à l'avenir ». Nombreux sont ceux qui réclament des audits externes pour vérifier que la technologie n'affecte pas certains groupes de manière disproportionnée et que les images sont supprimées immédiatement. Chez nos voisins espagnols, les habitants d'une ville catalane se préparent à un nouvel été difficile. L'année dernière, les habitants ont dû subir des coupures d'eau de 16 heures en raison de l'assèchement des nappes phréatiques. Aujourd'hui, les piscines viennent s'ajouter à la controverse. Un reportage signé Andrew Thomas de NTD. À Vacaris, en Catalogne, les habitants n'ont pas le droit de remplir les piscines vides. Le maire Antoni Massana a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire. Il a ajouté que la ville s'était efforcée de forer de nouveaux puits dans un contexte de sécheresse. Certains estiment que les piscines sont le bouc émissaire de l'absence de politique cohérente en matière d'eau en Espagne. Le modèle a été créé par le régime franquiste et le régime post-franquiste qui, en l'absence de loi sur l'urbanisme, a permis l'existence de quartiers qui se sont beaucoup développés. Tous ces quartiers ont été légalisés et le sont encore aujourd'hui, mais ils ont bien sûr le modèle de la maison avec piscine et jardin. La ville a acquis une notoriété régionale pour son nombre de piscines. Cette ville de 7000 habitants compte plus de 1500 piscines enregistrées. Cela représente une piscine pour 5 habitants. Mais la sécheresse sévère oblige les autorités à imposer des mesures strictes pour économiser l'eau.
Pour moi, le défi consiste à adapter ce modèle aux besoins d'aujourd'hui. Le modèle existe déjà, nous ne pouvons pas le changer. En quoi ce modèle est-il plus durable? Eh bien, l'idée est de garder l'eau dans la piscine en utilisant des couvertures thermiques pour que l'eau s'évapore moins. La Catalogne est l'une des régions les plus arides d'Espagne. Certains réservoirs n'atteignent que 7% de leur capacité. Antonia León García, une habitante de la région, estime que les habitants de la région sont injustement stigmatisés. Quand vous faites vos courses au supermarché ou à Terrassa, les gens vous disent « Ah oui, vous habitez là » ou « Il y a 30 000 piscines, n'est-ce pas ?» C'est une stigmatisation stupide qui a circulé. Mais si vous êtes ici, vous êtes à la campagne. La majeure partie des ressources en eau de l'Espagne est consacrée à l'agriculture. Les analystes estiment que l'industrie représente 70% de l'utilisation de l'eau. Pour Garcia, l'argent de sa piscine est en train de se perdre. Oh non, non, je ne vais pas la remplir. Je vais l'enlever. Pourquoi? D'abord parce que nous n'avons pas d'enfants. Deuxièmement parce que je paie maintenant pour une piscine que je n'utilise pas, que je ne remplirai pas et que je paie depuis 7 ans. En Catalogne, les maires locaux ont réussi à obtenir que les piscines publiques soient exemptées des restrictions. Ils ont fait valoir que les piscines constituaient un répit important pendant les étés étouffants. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.